Bienvenue à ce débat. Vous le savez, nous sommes à quelques mois des élections législatives de janvier 2023. Après la réforme politique consacrant un certain renouvellement de la classe politique à travers la nouvelle constitution qui prévoit la limitation des mandats à l'Assemblée nationale, où en sont les jeunes acteurs politiques? Comment se préparent-ils à cette élection? Quelles sont les différentes chances qu'ils ont de pouvoir s'en sortir à cette élection? C'est la question fondamentale que nous allons examiner dans ce débat. Nous allons parler aussi de la situation socio-économique du Bénin avec l'annonce de la revalorisation des salaires des travailleurs. Vous le savez, cette semaine, la ministre du Travail et de la fonction publique a rencontré les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales à ce sujet. Les assurances données par le gouvernement jusque-là peuvent-elles nous rassurer effectivement de ce qui a été annoncé augure ou présage de bonnes choses pour les travailleurs? La question aussi sera examinée par nos invités. Et parlant justement d'eux, il s'agit de Julien Kandé-Kansou. Bonjour. Je suis journaliste. Vous êtes analyste politique, écrivain engagé. Merci de votre disponibilité. C'est un plaisir. En face de vous, Antoine Andoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles Christ. Vous êtes acteur politique, membre de la majorité présidentielle. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, Julien Kandé-Kansou, aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections législatives de 2023, je l'ai dit. Ces élections, je le rappelle, auront lieu le 8 janvier 2023. Aujourd'hui, déjà, pour commencer, avez-vous fait le constat, comme tout Béninois, peut-être, que la législation électorale est aujourd'hui plus en faveur des jeunes qu'hier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue mon vis-à-vis cher ami aîné, Andoukonou Antoine, et je salue aussi Mathias Tim depuis le COSA et Sotonji depuis les États-Unis. Non, je veux juste leur dire un petit bonjour. Voilà, par rapport à votre sujet, il faudrait que nous nous assurons que les élections auraient lieu. Ou est-ce que toute la classe politique va participer aux élections? Quel est le schéma que les gens donnent? Donc vous allez me permettre de faire juste un petit rappel avant de venir aborder votre question. Par le passé, en 2021, de façon très récente, l'opposition, une frange de l'opposition a dit « je ne participerai pas aux élections ». Une frange de l'opposition a dit « je participerai aux élections ». Ils ont tout fait. Et en fin de compte, on a vu que ceux qui criaient « je vais participer » ou ceux qui ont dit « je ne participerai pas », ils demandaient au peuple d'aller se mettre dans les rues pour pouvoir empêcher. Ils n'ont pas eu satisfaction. Et encore qu'aujourd'hui, on grandit, on voit ce qui se passe dans les pays où il y a coup d'État, où les gens, si l'armée prend le pouvoir, ça peut donner 3 ans, 6 mois, 5 ans. Donc, cette formule ne marcherait pas. Alors, si la formule qui reste est que de participer aux élections, il faut s'assurer qu'on pourrait vérifier ce qui va se passer dans les élections et au cours des élections. Il faut se mobiliser. Alors, est-ce que les jeunes, maintenant je reviens à votre question, est-ce que les jeunes seront positionnés? J'ai eu la chance. Est-ce que la législation, les tests en vigueur les favorisent plus qu'hier? Je ne dirais pas oui si on dit c'est simplement limité à 3 mandats. J'ai eu à discuter avec des juristes et des chefs de parti qui m'ont dit que c'est à partir de la législature de 2023. Ça veut dire que ceux qui ont été 4 fois, 6 fois, 7 fois si c'est possible, ceux qui ont été députés, cette loi ne les frappe pas parce que la loi n'étant pas rétroactive, cette loi ne les frappe pas selon ce qu'ils m'ont expliqué. Donc c'est à partir de l'instant où ils iront aux élections qu'on verra ça. Alors j'ai eu la curiosité de discuter avec MPL de Espérance TB. Je l'ai eu au téléphone. On a reçu ce matin d'ailleurs dans l'entretien. Oui, il me l'a dit que avant nous, il a fait l'emboîtement bien, mise en boîte depuis hier. Donc il me disait que leur parti, pour le compte de la municipale passée, ils avaient positionné que les jeunes. Parce qu'ils se disent, si les gens n'ont pas de casserole, et ils sont à l'Assemblée, ils n'auront pas peur de voter ou de donner leur point de vue selon ce qui se passe. Donc eux, ils sont des partis politiques pour pouvoir faire la promotion des jeunes. Il me disait aussi que les jeunes se disent, les jeunes, ils n'ont pas l'expérience de le faire. Mais il donne l'exemple de Guy Mitope, qui a été brillant à l'Assemblée, bien qu'il étant jeune. Donc les jeunes peuvent le faire, surtout quand ils ont la volonté de le faire. Et j'ai fait ma petite démarche vers monsieur Antoine Guédou de GSR qui m'a dit oui, les jeunes seront positionnés et que nous faisons la promotion jusqu'à 50% des jeunes d'abord, 30% des femmes et 20% pour la catégorie suivante. Mais il y a une question qui se pose.
quand un parti politique ne bénéficie pas de la subvention de l'État, dans quelles conditions, et puis les jeunes n'ayant pas, la caution c'est 1 500 000 francs. Oui, on va revenir à ces subsides. Je voudrais... Parce que ce que je voulais savoir d'abord, Oui. c'était qu'on puisse voir un peu l'environnement législatif d'abord, électoral. Est-ce que dans les textes, on peut se réjouir de ce que des efforts sont faits pour que des jeunes se sentent à l'aise? Après, nous allons revenir aux réalités à l'intérieur des partis politiques. D'accord. Sinon, les tests, on n'a pas limité l'âge pour aller aux élections législatives. Il n'y a pas de 25 ans jusqu'à l'âge. On n'a pas dit exclusivement pour avoir 30 ans, 40 ans pour aller aux élections. Donc, les réalités seront là et puis nous allons venir sur ça, comme vous l'avez dit. Très bien. Antoine Noukono, de votre point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons nos textes électoraux, on peut se dire que les jeunes sont davantage au cœur des préoccupations des gouvernants? Non, je crois que, disons que avec la révision de la Constitution, une chance a été donnée, pas seulement à la jeunesse, à tout le monde, d'espérer un renouvellement de la classe politique à l'Assemblée nationale. Puisque par le passé, nous avons connu des gens qui ont fait pratiquement toutes les législatures. Nous en avons qui ont fait 4, qui ont fait 5, et on se demande si ils sont devenus des fonctionnaires parlementaires. Je me réjouis déjà qu'ils ont pu faire le constat eux-mêmes, puisque la 8e législature qui a fait le travail n'en manque pas d'en avoir en son sein des gens qui ont déjà fait plusieurs législatures. Donc, si c'est d'eux-mêmes que vient cette proposition quand même de limiter le nombre de mandats des députés dans la Constitution, de le limiter à 3, je pense que c'est déjà un début pour espérer que, à l'avenir, le renouvellement de la classe politique peut être chose effective, sous réserve que ces dispositions ne subissent pas de modifications, puisqu'il s'agit bien sûr d'une loi. Ceci étant, j'ai compris aussi que les partis politiques sont en train de comprendre l'enjeu de ce qu'une place importante soit réservée à la jeunesse. Je parlerai par exemple de ce que je connais en ce qui concerne mon parti Bloc républicain. Je peux affirmer tout au moins que dans nos statuts, on a prévu des pourcentages à la jeunesse en termes de participation à ces élections. 30% pour la jeunesse, 30% pour les femmes. C'est déjà aussi un grand pas. Mais nous sommes en politique. Lorsqu'on rentre dans la phase opérationnelle, reste à savoir si les choses iront aussi facilement que ça. Donc, du point de vue du cadre législatif, je pense quand même qu'une avancée a été constatée quand même. C'est ça. Alors, avant qu'on ne revienne avec plus de détails sur les réalités au sein des partis politiques, je voudrais qu'on fasse un petit exercice de bilan. Par exemple, de la 8e législature, avec en son sein pas mal de jeunes quand même qui sont là, même au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que, Julien Kandé-Kanso, vous avez l'impression qu'on a suffisamment de raisons d'être fiers de ces jeunes acteurs politiques? Est-ce qu'ils ont rendu quand même, on va dire, beaucoup de bonnes choses? Ils ont produit pas mal de bonnes choses en tant qu'acteurs politiques pour rassurer qu'effectivement cette jeunesse dont on parle est compétente comme il le faut? Je voudrais vous rassurer que si nous voulons évaluer la législature en cours, à travers les jeunes, l'action des jeunes, la participation au débat parlementaire, l'action des jeunes. Je ne sais pas s'il y a un parlement, parce qu'en tant qu'écrivain engagé, des fois je me dis, dans les ouvertes, que comme les députés n'ont pas la possibilité ou la capacité de le faire,
je prends ma plume pour le faire. Donc j'adresse des questions. Je n'ai pas vu un jeune député. Bon, ça peut exister, hein, à ma connaissance, qui ait posé des questions au gouvernement sur des problèmes de la société. Je n'ai pas vu, hier par exemple, ou avant-hier, on a constaté que les frais de transfert chez MTN, ça a changé. Je n'ai pas vu des parlementaires aujourd'hui qui posent des questions au gouvernement. On a dit le rehaussement social. Aujourd'hui, c'est dimanche. Hein. Oui, L'Assemblée n'a pas de plénière le dimanche, mais vous continuez. Oui. Et on a vu, les gens ont annoncé avant de le faire. On a vu, et à la veille de 2022, nous avions parlé du rehaussement social. C'était M. Adoukoun, la chance est là. Nous sommes là en train de parler du même sujet pratiquement. On n'a pas vu des jeunes qui sont parlementaires, qui ont fait des propositions. Ni les vieux, ni les jeunes. Les lois sont votées tous à 80... Bon, tous ceux qui sont là pratiquement lèvent les doigts pour pouvoir voter les lois. Donc on ne sait pas s'il y a une différence, si c'est la législature qui est là, une différence entre vieux et jeunes. Parce que je n'ai pas vu de façon et particulière des jeunes en train d'animer la vie politique, en train de descendre dans le bas peuple, en train de se contexter, en train de faire des débats. À part King Anthony, que je ne considère pas comme jeune parce qu'il a fait beaucoup d'expérience déjà, qui se dit n'est pas venu voter telle loi pour l'avortement parce qu'il était malade, tout et tout. Donc, je n'ai pas vu, je n'ai pas senti, d'ailleurs, je ne sens pas le Parlement qui est là. C'est un Parlement de oui, si je veux le dire. Donc, nous ne pouvons pas dire que les jeunes qui sont là avec un bilan, on peut pouvoir... Mais par le passé, on a vu... Et au-delà de ce Parlement, oui, il y a aussi dans les mairies, par exemple, beaucoup de jeunes qui ont été élus à l'occasion des communales de 2020. Aujourd'hui, il n'y a pas la voix. Non, au-delà du Parlement. Oui, au-delà du Parlement. Après les communales, les jeunes qui sont peut-être maires, qui sont conseillers, est-ce que vous les sentez? Vous ne pouvez pas être maire. Et d'ailleurs, pour ne pas suivre la tendance, d'ailleurs parce que tous les maires, pratiquement, à l'exception de 6, sont des maires qui sont affiliés à la position du chef de l'État et on ne pourra pas aller en contre parce que si on n'est pas d'accord, parce que ça n'avantage pas à sa population, on est obligé de rester silencieux. Donc, on ne voit même pas de façon directe ou les actions des élus jusqu'à aujourd'hui parce que d'une manière ou d'une autre, la démocratie, elle est morte pour la période où nous sommes. Mais pas le passé. Par contre, quand il y avait les deux possibilités, on a vu Guy, l'exemple palpable, qui vraiment prenait la parole et qui, même sur sa page Facebook, jusqu'aujourd'hui, c'est animé et puis il donne des propositions. Quand il y a l'indépendance ou bien le débat est ouvert, quand la parole elle est libre, on va voir que les jeunes vont s'exprimer. Mais si c'est que vous êtes là pour accomplir une mission, juste comme des coursiers ou des gens qu'on envoie en mission, vous pouvez être jeune ou vieux, vous n'avez pas d'autre résultat à donner que ce qu'on veut de vous. Donc, ils sont comme des gens qu'on manipule normalement. Si ils sont jeunes ou vieux, partout du bas jusqu'au haut, il n'y a pas ce qu'on sentait des élus. Parce que le problème est qu'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas de pouvoir. Je dis oui, je dis non. Ce qui se passe, si le chef dit oui, sur 77, il y a 71 pour le chef, donc il dit oui. On ne veut pas voir un jeune dire encore que la loi sur la décentralisation, on est en train de les mettre de leurs attributs, les secrétaires exécutifs. Donc, tout cela montre que les maires aujourd'hui, les chefs, sont comme des marionnettes. Ils ont un titre, mais quand vous verrez une assemblée avec l'opposition, les jeunes, vous allez... Moi, je suis jeune. Non, mais je suis né en 90, donc je suis très jeune. Les secrétaires exécutifs aussi peuvent être jeunes. Les secrétaires exécutifs aussi peuvent être jeunes. Maintenant, ce sont des gens qui seront subordonnés à l'État, qui seront comme des fonctionnaires de l'État. Ils ne sont pas des politiques d'une manière ou d'une autre. Ils ne pourront pas prendre des décisions ou ne pourront pas animer la vie politique. D'accord. Quelle évaluation vous faites de la participation des jeunes à l'action politique jusqu'à présent, Antoine Loukono? Je crois que j'ai un peu de... Disons, pour évaluer quand même la production législative, nous ne pouvons pas l'évaluer en nous référant à des individus. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a quand même retracé la procédure législative. Pour voter une loi à l'Assemblée nationale, il y a des comportements qu'on adopte. Ce que nous voyons, disons, en plénière, je dirais que c'est la dernière phase. Sinon, ce que nous pouvons appeler les phases vraiment de débat, les phases critiques, les phases techniques, précèdent
cette séance plénière, lorsqu'un dossier, une proposition de loi ou bien un projet de loi est déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, il affecte à une commission compétente. Nous avons 5 commissions à l'Assemblée nationale et la commission compétente, on lui affecte le dossier. Et au sein de cette commission, le dossier est examiné. Au besoin, nous avons la conférence des présidents qui peut se réunir pour faire des débats autour. Et dans ce travail, au niveau des commissions, il y a l'intervention technique. Lorsque les commissaires estiment qu'il faut faire appel à des... Donc, il y a tout ça là qui se fait. Donc, nous n'assistons pas à ces débats-là pour savoir l'apport que fait, par exemple, ces jeunes qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne pouvons pas statuer seulement sur le fait que à la plénière, si tout est bien fait et que les débats ont été faits au sein des commissions et qu'à la plénière, on ne juge pas encore trop de discuter, ce n'est pas la peine de vociférer. Les cas de figure que nous avons eus par le passé sont des cas beaucoup plus durs à la politique. C'est-à-dire que lorsque nous sommes des opposants, nous sommes arrivés sur la posture de ne pas voter, indépendamment du contenu même parfois, parce que nous sommes en politique, nous sommes des opposants, nous voulons faire les débats pour montrer que c'est nous qui défendons le peuple. Vous voyez? Et donc, le contexte d'alors est beaucoup plus lié à cela, à mon avis. Sinon, que quand vous voyez par exemple la 7e et la 8e législature dont on parle, moi je dirais que c'est une législature, ces 2 législatures ont vraiment produit beaucoup de tests pour le pays. Quand bien même, d'aucuns me diraient que c'est des lois chrysogènes, etc. Si on a le temps de faire l'analyse, on comprendra quand même que c'est sous cette législature, par exemple, qu'on a révisé la Constitution pour limiter le nombre de mandats des députés. C'est important. Et je vous ai dit que ceux qui l'ont fait, qu'il y en a parmi eux, qui ont déjà fait 3, 4, 5 législatures. D'accord? Donc, moi, personnellement, tel que je comprends la procédure législative, ce n'est pas parce que je ne vois pas un jeune réagir en plénière que ipso facto, je vais tirer la conclusion qu'il ne fait pas son travail. Parce que le travail est beaucoup plus technique que ce que nous voyons en plénière. Au-delà de l'Assemblée, il y a des élus communaux aussi. J'ai posé la question tout à l'heure, vous avez écouté ça. Mais je crois que le problème est le même. Le fonctionnement des conseils communaux et municipaux est régi par des règles de la décentralisation. Les séances au niveau des municipalités ou bien des communes sont plénières. Je ne sais pas si mon ami a l'habitude d'assister. Je l'invite à assister les prochaines fois. Les séances sont plénières, les séances sont publiques. Et déjà, dans ma commune à Boumekaravi, par exemple, vous pouvez faire l'exercice. Quand vous arrivez, vous allez voir comment ces jeunes qui sont au sein de ces conseils sur les questions de la gestion de la commune réagissent. Donc, contrairement à ce que vous dites, ils ne sont pas là comme des moutons de Panurge. Hein. D'accord. Alors, je vais le passé, il faut que nous expliquions à votre aîné que quand il y a un peu le jeu démocratique et on voulait déstabiliser des maires, comment des conseillers montent au créneau et font des balades. Et après, on dit il y a des institutions de tel maire, des institutions de tel maire, ainsi de suite. L'animation de la vie politique aujourd'hui a changé. Du seul fait qu'on a monopolisé l'atmosphère, le circuit politique. C'est-à-dire qu'il y a un seul mécène et qui dicte les lois. Oui, mais là, vous venez de parler quand même de la législature ou de l'environnement législatif électoral qui peut-être crée une certaine discrimination positive pour les jeunes, mais vous dites encore qu'on monopolise s'il n'y a pas une certaine dichotomie. Ce n'est pas la dichotomie, quand nous parlons de l'animation de la vie politique par des jeunes.
Mais là, on constate que, de façon facto, du nord au sud, la vie politique n'est pas animée. Alors, est-ce que le bilan est si négatif alors pour qu'on ne s'intéresse plus à ces jeunes, pour qu'on ne tente plus forcément de leur accorder de nouvelles chances? Non, les jeunes, il y a un seul problème. Si c'était le débat était ouvert. Sont-ils si incompétents? Non, les jeunes ne sont pas incompétents. Les jeunes ne sont pas incompétents. Vous les verrez sur les plateaux de télévision, dans les médias, en train de faire des débats, même à la maison. Les vieux n'ont même pas le temps de faire ces débats-là. Donc les jeunes sont actifs. Mais quand ils n'ont pas la possibilité d'extérioriser ou bien de faire respecter ce qu'ils pensent, parce qu'il y a la loi vient de l'ONU, comme le comédien disait, c'est d'en haut, ça vient, et c'est fini. Il aura beau. Moi, je salue par exemple Crescent Agossou, dans la mairie de Bomekalavi, qui par le passé parlait de dossiers, mais après, c'était. Parce que j'ai compris que la loi vient vraiment d'en haut. Et puis ça vient d'en haut, vous devez vous taire. Donc, les jeunes ont vraiment l'envie de se manifester. Donnons la chance pour que les élections à venir, ça c'est une élection ouverte. Et que les jeunes de l'opposition et les jeunes de la mouvance vont participer aux élections. Et vous allez voir ce qu'on appelle le débat. Il fut un temps avant les présidentielles, je faisais un débat ici sur votre plateau. Je me suis levé du plateau parce que le débat était vraiment houleux. Parce que j'étais en face d'un jeune. Donc voilà, c'est le sang. Mais quand la loi vient d'en haut, vous avez beau être jeune, mais vous ne pourrez pas exprimer encore que ce n'est pas ce que vous faites qui fait que le peuple vous élu, parce que les gens ont été entre guillemets choisis. Est-ce qu'au sein des partis politiques, là, je voudrais qu'on touche aussi cet aspect de la chose, au sein des partis aujourd'hui, vous sentez cette volonté de pousser les jeunes? Oui, il y a une volonté. J'ai discuté avec beaucoup de personnes. Maintenant, il y a un climat. Les gens m'ont dit, nous voulons bien positionner les jeunes. Parce que quand ils iront aux élections, pour la plupart du temps, n'ayant pas dirigé des sociétés d'État ou des choses, n'auront pas de casserole. Bon, il y a des vieux qui n'ont pas de casserole, mais pour des circonstances, on peut vous dire que vous avez remis un vin à quelqu'un est venu vous donner un vin. Et puis parce que c'est politique, ça, je suis d'accord. Parce que quand on est en politique, il faut être prêt à tout. Des jeunes, nous voulons vraiment positionner des jeunes. Mais on sait qu'un candidat doit donner 1 500 000 francs pour la caution, fois les 109 députés, donc 160 de quelques millions 500 000. Le parti va faire de campagne 30 millions au minimum, on a dit. Bon, au plus 30 millions pour les campagnes. Qui sera le mécène pour faire et quand ils soutiennent si les jeunes eux-mêmes n'ont pas la possibilité de payer peut-être leur caution, d'avoir une voiture pour aller faire campagne, d'avoir des moyens pour aller allouer les chaises, pour pouvoir réunir des gens, leur donner de l'eau. Donc les gens nous posent le problème de dire que nous voulons vraiment positionner les jeunes. Mais il y a ce critère que nous sommes en train de voir. Est-ce que les jeunes auront en son temps les moyens de pouvoir payer leur caution si notre parti ne bénéficie pas de l'appui de l'État? Parce qu'il y a l'appui des partis politiques qui existent aujourd'hui. Et c'est selon... Donc, s'ils n'avons pas les moyens, est-ce que si un jeune est prêt? Mais à part ça, ce n'est pas jeune pour jeune. Il y a des jeunes qui sont dans des partis politiques qui sont effacés. On ne sait même pas. Ce qu'il y a nous fait, si en 2023, je ne le vois pas sur une liste, moi, je serais déçu parce que tout ce qu'on se cogne, on vient ici et il fait tout ce débat depuis plus de 2 ans. Si on ne le voit pas sur une liste de bière, au moins dans Calavi, s'il n'est pas titulaire, il peut ne pas avoir milliards pour dépenser parce que ce sont des enjeux, il n'est pas millions. Mais il faut qu'il soit suppléant au moins pour dire si mon patron ne va pas aux élections, tout ce que parce que c'est un exercice de capitalisation. Dire ce qu'on pense devant tout un peuple et avoir de contradictoires, c'est un exercice de capitalisation d'expérience. Et si on ne lui donne pas la possibilité d'aller, parce qu'on estime qu'il n'y a pas les moyens, ou parce qu'il n'est pas... Si, ça serait très grave. Donc les jeunes, je pense qu'il faut les positionner, mais les gens nous posent la condition de dire il faut les moyens. Et avec la morosité économique, les difficultés à avoir de l'argent dans le pays, la cherté de la vie, un jeune qui n'est pas fonctionnaire, même s'il est fonctionnaire, un fonctionnaire qui économise 1 500 000 francs pour jeter à la fenêtre, parce que soit votre liste est acceptée ou votre liste est rejetée, soit vous décrochez des sièges ou vous n'avez pas les 10% pour décrocher des sièges. Donc un jeune de 30 ans qui peine à avoir une moto ou à la rigueur une voiture, qui vit dans des conditions modestes mais qui a des ambitions pour son pays et qui n'a pas les 1 500 000 et qui ne peut pas rassembler plus de 1000 personnes pour leur donner 2000 francs ou bien qui ne peut pas participer à la vie du parti politique, ne sera pas positionné. Ça serait un peu vraiment dommage. On va assister à ce que, même si on dit mandat est limité à 3, les mêmes personnes vont revenir. Ou bien, c'est ceux qui font le commerce, qui ont de l'argent et qui vont venir à l'Assemblée pour aller faire le commerce, ou bien pour aller voter des lois pour leurs intérêts, qui vont toujours avoir les moyens d'y rester. Et ceux qui sont vraiment engagés, les déterminés à défendre la cause du peuple, n'auront pas vraiment les moyens
Voilà. D'ailleurs, ce que Harouko nous fait, bon, moi, ce que je fais, si j'avais des casseroles, je ne pourrais pas tenir mon discours écrit sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui sans vraiment être inquiété. Donc, si demain me dit Julien doit donner 5 millions, bon, Julien, nous voulons te voir sur une liste et puis tu as un bon profil, d'accord. Mais il faut déposer 1 500 000 francs de caution. Il faut avoir une voiture Range Rover. Il faut dépenser 30 millions pour les campagnes dans ta circonscription. Mais soufflez que Julien ne pourra pas faire ça. Et puis mon débat, tout ce que je fais pour le peuple, les ambitions que j'aurai pour le peuple vont rester telles quelles sans avoir connaître des réussites. Donc c'est ce que j'analyse par rapport à ce qui se passe dans les partis politiques et puis, après avoir écouté deux personnes dans des partis politiques. C'est ça. Il y a Soukha Geoffroy qui vous demande, par exemple, et ça va dans le sens de cette question-là, si par exemple au Bière, vous pensez franchement que les informations que vous avez données tout à l'heure, qu'on a prévu de réserver 30% pour les jeunes à l'occasion des élections à venir, par exemple, est-ce que c'est vraiment faisable dans un contexte où des vieux sont en train de bouder? Et ça, je cite Soukha Geoffroy, mais il pose une deuxième question fondamentale. Il dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être fier d'avoir des jeunes députés ou maires qui ont vu leur campagne financée par des vieux, qui sont des parrains politiques? Est-ce que là, ces jeunes-là sont capables d'être libres dans leur pensée, d'animer vraiment la vie politique comme ça se doit? Antoine Lecono. Bon, je pense que j'ai souvent l'habitude de dire que la réforme que nous avons faite, et moi personnellement, je fais un effort de la dissocier de sa phase opérationnelle. Parce que une chose est de mettre les tests en place, mais l'autre pan de la question, c'est leur mise en œuvre. Et j'avoue que il faudrait aussi compter avec le temps, parce que il y avait des habitudes. On met des nouveaux tests, bon, dans l'espoir de changer ces habitudes, mais vous allez voir que les habitudes ne changent pas automatiquement comme les tests. Mais c'est déjà un grand pas qu'on ait mis les tests. Je crois que d'abord, la question des moyens, telle que mon interlocuteur le pose, je dois dire qu'il doit donc comprendre que aujourd'hui nous avons le financement public des partis politiques. Et c'est pour régler en partie cette question-là que ces députés de la 8e législature ont voté cette loi pour que les sources de revenus de nos partis politiques soient moins opaques, qu'on comprenne un peu d'où viennent les ressources et que ces ressources servent effectivement à financer les partis politiques. Lorsque cela va devenir vraiment effectif, vous allez voir que on va moins solliciter la participation financière, matérielle des candidats. Et là, ça sera une ouverture pour la jeunesse. Vous voyez. Donc, c'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est pour dire qu'on a encore cela à l'actif de ces députés de la 8e législature. Répondant donc à votre question, est-ce que dans le positionnement au niveau des partis politiques, la question sera aussi facile? Non, je réponds non. Je réponds non parce que, d'abord, la question des positionnements n'est pas seulement une question technique, c'est une question même beaucoup plus politique. Et lorsque nous parlons de la jeunesse, nous parlons de qui en réalité? Il faut d'abord résoudre cette équation. Oui. Parce que si nous ne voyons que les tranches d'âge pour définir la jeunesse, nous allons passer à côté. Il faut beaucoup plus voir les idées. Les idées. Parce que l'objectif qui est visé, c'est d'aller vers une bonne gouvernance du pays. Et pour gouverner le pays, il faut des idées. Donc, si nous avons des jeunes qui sont dans les partis et qui sont inactifs, qui ne veulent pas se donner à la tâche,
et qui ne... Non, mais franchement, l'idée seule ne peut pas constituer un critère pour définir un jeune. Non, sinon, un septuagénaire j'en viens. C'est pourquoi je vous dis non. Je ne dis pas les idées seules. Mais déjà, c'est l'élément principal. Et ça, là, vous pouvez le retrouver au niveau de la jeunesse, comme au niveau même de la vieille classe politique dont nous parlons. Donc, il doit falloir qu'il y ait une complémentarité. Qu'on pense à la jeunesse, mais cela ne doit pas s'entendre synonyme de ce qu'il faut éliminer les anciens. Parce qu'ils ont aussi de l'expérience, ils ont des idées à apporter. Mais dans le même temps, ils doivent comprendre qu'il y a une vague de jeunesse qui les suivent et qu'ils ont commencé aussi à bas âge pour en arriver là. Donc, il faut chercher le juste milieu. Donc, au niveau des partis politiques, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Parce que la question de la démocratie au sein des partis politiques, telle que j'observe, n'est pas encore ce que cela doit être. Mais je pense qu'à l'épreuve du temps, si les jeunes travaillent, les jeunes militent, les jeunes sont unis, ils finiront par s'imposer. Ils finiront par s'imposer. Sinon, ça ne se donne pas comme ça. C'est toute une bataille. Celui qui a déjà... Puisque si vous observez, bon, aujourd'hui, l'environnement, disons, politique, les partis politiques que nous avons, il y en a peu qui sont gouvernés par la jeunesse. Oui. Il y en a peu qui sont gouvernés par la jeunesse. Et si c'est les gouvernants, je ne dirais même pas si c'est eux qui décident, dans ce contexte-là, quelle chance la jeunesse a pour se donner beaucoup de place? La question reste posée. Il y a par exemple un des téléspectateurs qui semble répondre à cette question, Gilbert depuis Savalo, qui dit que la jeunesse a toutes les chances d'aller à l'Assemblée nationale, que tout dépend des dirigeants et la volonté de nous les jeunes. Enfin, je cite son message. La jeunesse doit se mettre au travail le plus tôt possible. Et il a posé une question fondamentale. Il dit que, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes sont vraiment préparés pour non seulement prendre la relève, mais aussi d'être un peu plus intègres, parce qu'il estime que les jeunes sont fabriqués dans un moule de corruption, de détournement, et qui ne versent que dans des critiques subjectives. Quelle garantie a-t-on, nous, que ces jeunes-là ont reçu une certaine éducation politique pour peut-être non seulement prendre la relève, mais être différents aujourd'hui? Julien Kanikasso. Oui, merci monsieur le journaliste, merci à mon ami. Et il y a un interlocuteur ou bien celui téléspectateur qui lui avait posé une question, vous dit, est-ce qu'il serait fier ou bien qu'un vieux finance sa campagne? Mais est-ce qu'un vieux est fier qu'il vienne défendre les idéologies de son parti quand il est à la maison? Est-ce qu'un vieux est fier que quelqu'un porte sa voix parce que lui n'a pas la capacité de porter la voix et de manager? Donc quand les jeunes prennent le risque, quand vous êtes vieux, on ne peut pas, dans un parti politique, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il y a votre parti politique qui gagne les élections. On peut proposer à un vieux d'être ambassadeur, d'être conseiller quelque part, d'être autre chose, mais qui a participé à l'élection des jeunes, à la promotion des jeunes. Donc si le vieux, ou celui qui a les moyens, qui se sent vieux et qui ne pourra pas faire les choses telles quelles, et qui a peut-être des choses qui vont l'empêcher de prendre la parole ou bien d'être contre certaines choses publiquement, et que des jeunes ont la capacité de faire. Pourquoi? Celui qui est jeune aujourd'hui, c'est 5 ans maintenant, non? 3 ans pour ceci. Donc ceux qui seront élus, on va leur compter 3 mandats, ils vont faire seulement 13 ans de mandature. 13 ans, si vous avez 30 ans... disons 15 ans. Quand on fait 5 ans fois 3, ça fait 15 ans. Oui, bon, pour ceux qui vont commencer, ça fait 3 ans, pour eux, ça fait 13 ans. D'accord. Si vous avez 35 ans, vous donne 13 ans, ça fait 48 ans, vous êtes déjà vieux, vous ne pouvez plus participer aux élections. Il sera déjà vieux si la loi n'est pas changée, modifiée, et il sera obligé de faire la promotion d'un autre jeune ou d'autres personnes qui n'ont jamais bénéficié de la grâce d'aller au Parlement. Parce que ceux qui sont au Parlement ne sont pas forcément les meilleurs. C'est une question des chefs de parti et de ceux qui ont les moyens. Pourquoi on pense que les jeunes sont corrompus, sont moulés dans la subjectivité?
Mais moi, je suis jeune, Oui. qui était corrompu. Non, pour tout vous dire, Oui. le téléspectateur a donné votre exemple. Il dit que vous êtes très subjectif, que vous faites des critiques destructives. D'accord. Et c'est un jeune depuis Savalou. Oui. Et je crois parce qu'il est de chez moi, et puis voilà, D'accord, nul n'est oui. prophète dans son pays. Bien. Donc, ça veut dire que quand un jeune prend tout le risque de venir au plateau, de discuter, quand je vais quitter ma maison pour venir ici, la carburation dans ma moto, ce n'est pas un jeu qu'il a mis dedans. Mon débat, quand on m'a donné le sujet, j'ai pris mon téléphone pour appeler des dirigeants de partis politiques pour prendre leur avis. Ce n'est pas un jeu qui me l'a donné et je parle à tout un peuple. Je donne mon point de vue par rapport à ce qui se passe. Donc quand on pense qu'un jeune ne pourrait pas diriger parce que voilà, il est mouru de la corruption, mais j'ai détourné par exemple une fois. J'ai volé un bic. Bon, vous êtes fonctionnaire. Si vous avez déjà volé une fois, on allait déjà soulever vos dossiers depuis. Au contraire, le jeune n'a pas encore, il donne son point de vue par rapport à ce qui se passe. Donc, donnons la chance à ceux qui sont jeunes de faire l'expérience. 3 ans plus tard, pour la mandature qui commence, et on va voir s'il a été à la hauteur de ce qui se passe. Mais si un jeune pense que je suis corrompu, je prends mon téléphone, je peux appeler le chargé de communication du palais. Je le vois dans ce quartier où je fais le coup de maison l'année dernière. Donc si c'est pour aller du côté du pouvoir, oui, pour avoir de facilité, parce que je veux avoir de facilité, je veux conduire, ranger au vol, je peux. Et puis si je mettais ma plume au service du Patrice Talon jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas 3 jeunes dans la mouvance présidentielle qui peuvent tenir en production littéraire ou scientifique par rapport à la politique. On peut témoigner. Donc, d'ailleurs, quand on sort du plateau, on discute beaucoup. Donc, ce que les jeunes pensent que les jeunes ne pourront pas participer aux élections, ne pourront pas décider en leur nom parce que les jeunes font des critiques subjectives ou des critiques ou bien qui sont corrompus partout, par-ci, par-là. C'est juste leur point de vue. Et peut-être que celui qui dit ça est en train de dire, mais tout ce que Julien fait comme combat, Julien ne sera pas candidat dans la 9e circonscription électorale. Il faut lui poser ces questions. Peut-être que les gens sont en train de penser que les jeunes sont en train de venir. C'est ça. On n'est pas encore là. Parlant de l'intégrité des jeunes, avons-nous sérieusement des raisons de pouvoir être positifs? Je crois qu'il ne peut en être autrement. Si, ah bon? Oui, il ne peut en être Ils ont été quand même formés par ceux qu'ils prétendent vouloir remplacer. Non, vous savez, si nous disons que la jeunesse doit pouvoir se donner une place de choix dans l'arène politique, et dans le même temps, nous n'avons pas confiance, nous n'avons pas la foi en cette jeunesse. Encore qui n'a jamais dirigé. Il se pose un problème un peu d'éthique, un problème un peu délicat. Donc, je crois qu'au sein de la jeunesse même, nous avons à nous soutenir. Si nous sommes des jeunes et que déjà nous pensons que en nous-mêmes, nous ne sommes pas intègres, c'est déjà un problème. Il faut que les gens soient mis à l'œuvre et qu'on découvre ce qu'ils sont. Donc, je pense qu'on peut espérer, Et tout change aujourd'hui. Vous avez vu, avec la gouvernance du président actuel, je pense que quand même, chacun doit pouvoir se faire un examen de conscience, désormais tel que vous avez... Mais excusez, une question. Le jeune qui parle des jeunes qui auraient un comportement de subjectivité, qui sont moulés dans la corruption, je crois que Wada il est jeune, il est ministre des communes des finances. Voilà. Et je pense qu'il est en train de faire 7 ans ou bien 6 ans déjà avec le président Patrice Talon. Il est jeune. Omeki est jeune. Voilà. Donc nous avons si on pense qu'un jeune, bon, n'a pas la capacité d'exprimer ses pensées, n'a pas la possibilité de challenger, se dit, bon, les jeunes, et qui attendent toujours les 5 000 francs, les 10 000 francs d'un aîné qui a tellement géré. Un gars fait 30 ans de service. Oui, mais ceux que vous citez sont quand même aux affaires. Oui. Il y a certains jeunes qui, quand bien même ils ont fait leur entrée en politique, se laissent instrumentaliser par une certaine classe ou catégorie d'acteurs politiques. On leur demande par exemple de monter dans les rues au nom d'un certain combat politique. Ce sont eux les lanceurs de pierres, etc., etc. Vous avez l'impression que vraiment la jeunesse béninoise, à travers ceux qui vont en politique, prennent vraiment la conscience de la tâche qui les attend? Je pense que dans une société, j'ai toujours cette citation, ceux qui pensent et ceux qui parlent. Vous allez voir ceux qui vont lancer des pierres dans les rues qui ne sont jamais candidats à quelque chose, parce qu'eux-mêmes sont conscients que leur rôle n'est pas aller au haut niveau pour décider, ils sont des exécutants. Vous ne verrez jamais
celui qui sera candidat, qui se prépare à être candidat, on le voit dans les rues, en train de jeter des pierres, en train de brûler les choses. Il n'a pas la capacité même de surpasser les émotions de l'instant. Donc les jeunes instrumentalisés, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail, ou bien qui n'ont pas la conscience de leur responsabilité et qui n'ont pas peut-être une famille. Parce que quand vous avez une famille, vous devez penser à votre famille, à vous-même. Et même si vous avez une famille, en circulation, en conduisant, vous ne conduisez pas comme vous étiez célibataire et vous êtes à la charge des parents. Donc un jeune qui prétend avoir des responsabilités a des comportements de responsable. Très bien. On parlait des moyens des acteurs politiques qui sont jeunes tout à l'heure. Il y a Hueno qui nous a envoyé un message en disant que les jeunes devraient davantage être responsables, prendre la mesure de la situation et que s'il faut même aller être docker ou conduire ZEM pour pouvoir payer sa caution, par exemple, qu'il faut le faire, mais que dans le même temps, normalement, ce serait aux partis politiques de payer la caution des candidats afin que les différents positionnement sur les listes ne soit pas sujet à des marchandages. Antoine, nous parlons justement de ça. Il y a que, généralement, on sait que dans un passé, au sein des partis politiques qu'on qualifiait de partis récépissés, d'ailleurs c'est vous qui avez employé ce terme, mais d'autres qui parlaient de partis individuels, propriété privée de quelques personnes, on savait que le président du parti imposait de l'argent à des probables candidats, si vous voulez vraiment qu'on vous positionne, payer telle ou telle somme. Avec la réforme, on était censé éviter ça. Est-ce que c'est vraiment un objectif qu'on peut atteindre ou qu'on atteint déjà? Je crois que c'est un objectif qui est visé. Oui. Mais comme je vous l'ai dit, où en sommes-nous? Bon, je ne saurais le dire totalement, puisque je ne suis pas membre du bureau politique pour savoir comment les choses se cuisinent, mais vous êtes un acteur politique, vous avez voilà. J'observe que effectivement, par le passé, ce que vous avez dit est tout aussi vrai. Mais aujourd'hui, avec la réforme, bon, pour ce que j'ai vécu, je n'ai pas fait le constat que ce marchandage aurait eu droit de citer sous le régime du président Talon. Bon, ne serait-ce que... Au sein des partis? Au sein des partis, ne serait-ce que pour parler de vos partis, puisque, bon, du moins, au moins de ma circonscription électorale, puisque ceux qui ont été positionnés dans ma circonscription électorale, je ne vois pas leur capacité financière, même si une offre pareille leur était faite, ce n'est pas des gens qui ont les grands moyens, mais qui se sont retrouvés tête de liste, deuxième sur la liste, etc. Donc, j'ai pu comprendre que ce marchandage, en tout cas, est en train quand même de prendre du recul. Est en train de prendre du recul, même si ce n'est pas encore un fait total. Donc, avec le financement public des partis politiques, à l'épreuve du temps, je pense que ce phénomène-là, même si ça ne doit pas être relégué aux calendes grecques, ça va diminuer considérablement. Ça, je le pense. D'accord. Oui. On va peut-être faire un dernier tour de table sur ce sujet avec cette préoccupation fondamentale. 2023, on sait que c'est une élection qui dessine déjà tout ce qui va se passer en 2026, notamment pour la présidentielle, puisque n'est candidat au Bénin désormais pour la présidentielle que quelqu'un qui a réussi à avoir 16 parrains. Voilà. Alors, Non, 19 parrains. Non, c'est 16. C'est 16 Non, la loi parrains. dit 10%. Si nous venons à l'autre À là, 109 députés. 109 Très bien. députés. Voilà, très Bon, bien. d'accord. Donc, 10% de l'effectif. D'accord. Merci beaucoup. Alors, D'accord. justement, sur ce D'accord. point-là, on sait que 2023 sera une élection très importante pour tous les partis politiques. Oui. Vous avez la certitude aujourd'hui que, les jeunes vont vraiment se battre au sein des partis pour s'imposer par leurs compétences, afin que lors des positionnements, le choix soit plus facile à faire sur eux, à être porté sur eux, et de deux. Vous avez le sentiment que, mesurant l'ampleur de la situation, de l'enjeu de 2026, on va vraiment confier le Parlement à beaucoup de jeunes en 2023? Votre question est très pertinente, mais nous ne pouvons que faire des propositions, des suggestions. Oui, on est d'accord. Si vous êtes jeune dans un parti politique
et vous voulez aller aux élections, allez dire à vos militants d'aller s'enregistrer à ANIP pour pouvoir avoir votre carte LIP et quand on va afficher les noms, si votre nom n'est pas sur une liste, d'aller vous faire enrôler. C'est le premier point d'abord. La deuxième préoccupation est que de mouiller le maillot. Quand on dit vous êtes dans un parti politique, il y a la cotisation de partis politiques. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, votre parti existe. Est-ce que vous avez à solder les participations, les cotisations des partis politiques? Quand il y a des réunions, quand on vous envoie les invitations, est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous avez des préoccupations? Vous faites des propositions au parti. Des propositions peuvent être rejetées. Mais est-ce que dans la salle, là, on sent votre présence? Donc, si on met tout ça dans le palier où un jeune arrive à dire à ses militants, ou quand il y a un peu de plateau ou un peu de position, il dit à ceux qui sont proches de lui, bien ceux qui veulent l'écouter, d'être conformes à ce qui va se passer. Et lui-même, il fait des propositions au parti, il réagit très bien. Et par chance, il arrive à avoir encore les moyens. Un parti politique a pour mission d'avoir des sièges, des élus. Donc, s'il mobilise des gens pour aller se faire voter, pour aller voter plutôt, et il parle beaucoup, ou bien, et il fait des propositions, et il a encore les moyens. Je pense que pour la proposition, on pourrait le représenter, le choisir. Maintenant, 2026 se joue en 2023, tel 2021 a été joué en 2020 et 2019. Si un parti politique a l'intention, surtout je parle aux opposants, pour avoir des parlementaires et qui participent aux élections, pour que pour un oui ou un non, les gens ne sont pas d'accord parce qu'on leur fait des propositions, ils ne sont pas d'accord. C'est le rapport de force en politique, on a déjà dit ça sur la radio Univers, où le jeune, le vieux, ou bien celui qui est positionné a eu à gérer une fois, ou bien il a eu à vendre un terrain, ou bien il a bravé des domaines publics, ou a fait quelque chose où on dit, bien que tu sois de l'opposition, si tu ne nous suis pas, on te branle les preuves pour dire, voilà, tu seras tenu. Et puis, si on ne fait pas la proposition des jeunes avec des formations, avec l'enjeu qui vient, on ne va pas positionner les jeunes parce qu'ils n'auront pas suffisamment de l'argent pour aller faire campagne. Mais on va constater qu'on aura des élus, peut-être surtout pour les opposants, et qui ne pourront pas vraiment jouer le rôle qu'ils veulent jouer au Parlement parce que pour de mine, rien, et c'est normal. Si j'étais à leur place, je ferais ça. Si toi, tu es contre moi et tu as des casseroles, je vais brandir tes casseroles. Soit tu te tais pour me soutenir, ou soit tu acceptes être contre moi et nous allons faire sortir tes dossiers. Mais vous avez soif d'avoir des jeunes opposants à l'Assemblée? J'ai tellement soif d'avoir des jeunes vraiment engagés pour pouvoir défendre. Et quand vous avez envie d'être candidat pour les législatives 2023? Tout dépendra de ceux qui décident. D'accord. Antoine Roukono, même question. Est-ce que les jeunes en 2023 auront vraiment la confiance des dirigeants des partis, étant donné que 2026 est là? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que la question des positionnements n'est pas qu'une question technique. C'est une question beaucoup plus politique. Et vous verrez de soulever un pan de la question. Et vous voyez déjà que ce n'est pas seulement élection législative pour législative. C'est une élection, on peut dire qu'aujourd'hui au Bénin, les élections présidentielles se jouent déjà à partir des élections législatives, par exemple, pour chercher les parrains. Je crois que 2023 est très stratégique, effectivement, pour préparer 2026, mais il faut noter quand même que avec les élections, 2026 sera une année électorale et qu'il y a l'élection législative de 2026 et communale de 2026 qui précède. On est d'accord. D'accord? Qui précède, ça veut dire que ça peut se jouer encore en 2026 en cet intervalle-là, en termes de législation et d'élection législative et communale avant les présidentielles, puisque le cumul avec les présidentielles est interdit. Donc, quand même, 2023 reste un peu stratégique pour définir le schéma suivant. C'est ça, justement. Avec la réforme, de nouvelles donnes sont là et on aura le temps d'expérimenter tout ça. Et puisque nous sommes des médias, nous ferons le débat en temps réel au fur et à mesure. Il y a justement Sora Geoffroy qui disait que par rapport à l'intégrité des jeunes, ça dépend des leaders politiques qui ne managent pas correctement et qui détruisent les jeunes. Il dit que les leaders politiques aiment qu'on leur mente alors que la majorité des jeunes sont prêts à tout faire juste
pour se faire voir de façon positive par les leaders. Je voudrais qu'on parle un peu de la situation socio-économique du Bénin en quelques minutes. La revalorisation des salaires des travailleurs est annoncée depuis décembre, bien avant qu'on ne démarre l'année 2022. Et jusqu'à présent, certains s'impatientent. On a vu les centrales et confédérations syndicales protester récemment contre la cherté de la vie. Dans les discours, on a entendu dire, ben écoutez, le gouvernement a promis de revaloriser les salaires, ça ne vient pas alors que la vie coûte cher. Mais dans le même temps, le gouvernement rassure. Cette semaine, la ministre de la fonction publique a rencontré les centrales et les confédérations syndicales. Sans pour autant s'appuyer sur cette rencontre, est-ce que vous avez l'impression, Julien Kandé-Kansou, que les différentes assurances données par le gouvernement jusque-là peuvent effectivement apaiser le peuple? C'est comme votre garçon à la maison qui a faim. Papa, je veux prendre du biscuit ou bien je veux manger du riz. Et vous lui dites, non, attends. Quand le garçon n'a pas assez 50 francs, 100 francs, 200 francs pour aller acheter à manger, il ne sera jamais satisfait. C'est la même chose qu'on demande aux fonctionnaires d'État. Nous allons augmenter votre salaire. Et ben, en janvier, on commence que les lois ont été votées, et puis le salaire, ce n'est plus le même montant qui descend. On est là où MTN nous a fait démentir pour dire qu'il n'y a pas de nouveaux tarifs pour les consommateurs, pour les transferts d'argent. On est là où le mois de mars, 11 de ce mois, il y a ça. Donc, le gouvernement... C'est vrai que quand vous dites les noms des sociétés comme ça, c'est sensible, mais bon. si vous avez dit un opérateur économique... D'accord, bon. Enfin, un opérateur de téléphonie mobile... Excusez, oui, donc voilà. On a déjà compris, c'est déjà passé comme... Oui. Moi, j'aurais l'assurance. Puisqu'on avait fait le diagnostic en décembre pour dire est-ce que le rôtement social sera ressenti. Mais on a vu que le rôtement social n'est pas le rôtement social. Et que la politique, vendre un peu plus cher, diminuer le salaire, augmenter le prix plutôt, excusez-moi, le prix des denrées alimentaires, ça continue, la politique continue jusqu'à aujourd'hui. On peut justifier par le fait que l'Ukraine est en guerre et l'essence prend du prix. Du coup, on peut dire qu'il y a coronavirus et puis les produits importés, ça a de prix. Mais qu'est-ce que l'État même fait pour pouvoir essayer de faire tenir celui qui a un salaire de 100 000 et le salaire n'a pas bougé de 100 000 et qui doit payer quelque chose qu'il payait à 15 000, à 30 000 francs CFA. Qu'est-ce que l'État même fait pour pouvoir équilibrer un peu le prix sur le marché? Donc, je ne peux pas dire que le gouvernement ferait ça parce qu'on peut me surprendre que demain, lundi, le gouvernement annonce qu'il y a révalorisation des salaires. Et je ne pourrais non plus dire que le gouvernement fera ça parce qu'on peut dire que c'est en étude jusqu'en 2023 ou c'est à la veille des élections. On fait ce politique aussi. On pourrait dire, voilà, nous avons augmenté vos salaires à la veille des élections ou il y a les élections. Donc, je ne pourrais le dire, mais nous allons même mon souhait le plus ardent est de donner un salaire de 12 mois sur 12 aspirants, de leur permettre de vivre décemment. Parce que quand un enseignant n'a pas le souci d'aller chercher à manger ou bien il reçoit son salaire, il est motivé. Et de permettre à toute la corporation, à tous ceux qui payent plus cher aujourd'hui, d'avoir le salaire qu'on veut tant valoriser là, à l'instant, là, pour que le mois qui commence là, le 20 de ce mois, les gens puissent constater que voilà, il y a augmentation de notre salaire. Et je l'ai fait la proposition sur la toile, où je dis aussi de permettre à nos producteurs de faire une politique incitative pour que d'une manière ou d'une autre, les gens produisent très bien ce que nous pouvons manger chez nous au moins. Là, quand on mange beaucoup, ce que nous voulons manger est chez nous. Si c'est l'huile qui doit être importée d'ailleurs, qui coûte plus cher, si l'arachide est bien produit ici, moi j'ai demandé le prix hier par exemple de l'huile d'arachide qu'on peut faire avec galette au bénéfice, c'est à 1300. Et l'huile qu'on importe là est à 1200. Si on fait une politique de valorisation de ces produits agricoles, les gens vont vendre peut-être à 1000 francs ou en dessous de 1000 francs. Et puis on va là, on n'allait pas même pas importer et l'économie nationale va vite se développer. Antoine Adokounou. Non, je crois que il y a des raisons que les centrales et confédérations syndicales s'impatientent, puisqu'ils ont la pression de leurs syndiqués, qui sont les travailleurs à qui on a annoncé la question de la revalorisation des salaires. Et il est vrai aussi qu'on constate qu'il y a une flambée des prix sur le marché. Et cela fait que ça intensifie
les revendications au niveau des centrales syndicales. Ils sont dans leur rôle, chose normale. Le gouvernement aussi est astreint à beaucoup de contraintes. Et il faut donc faire très attention. Je le dis parce que la question des salaires, du SMIC, c'est vrai que de plus près ou bien de loin, on pense que c'est une question sociale. Mais je dois dire que ce n'est pas une question sociale. C'est une question économique. Je dirais même macroéconomique à effet social. Donc, si le gouvernement ne fait pas attention et que tout ce qu'il y a comme analyse autour de la question de l'augmentation des salaires, du SMIC et autres, que vraiment, puisque déjà le gouvernement a mis un comité sur pied, c'est ce qu'il faut d'ailleurs, pour que les cadres s'asseyent pour voir les différents aspects que cet effet peut avoir et qu'on se précipite à annoncer l'augmentation des salaires, c'est qu'on ne sera pas capable de gérer les revers. Le tout ne suffit pas d'avoir l'argent en main, mais il faut que cet argent puisse servir à quelque chose. Vous allez continuer, hein. Il y a un téléspectateur, Korode Ali, qui dit qu'on a vu un peu la promptitude, je cite son mot, avec laquelle le gouvernement a, par exemple, octroyé aux partis politiques ce qui leur revenait après que la loi sur le financement des partis politiques avait été votée, et que maintenant que les travailleurs, eux, réclament cette question de révalorisation, l'augmentation donc, que jusque-là, le gouvernement n'agit pas avec une promptitude pareille. Je pense lui répondre que je ne sais pas ce qu'on va mettre en promptitude, mais moi je dis cette question ne peut pas être gérée avec promptitude. La question du financement public des partis politiques, c'est une question qui est définie par la loi, les montants, les proportions, tout ça là, c'est déjà défini. Et c'est là. Mais ici, je vous ai dit que c'est une question qui va toucher toute l'économie. Parce que quoi? Je vais pour être un peu plus illustratif, je prends simplement la question des SMIC. Aujourd'hui, le SMIC est à 40 000 et tout le monde veut que le SMIC augmente. D'accord? C'est-à-dire que celui qui gagne 40 000 francs, si on lui dit qu'on met son salaire à 80 000, il applaudit. Mais quand on replace cette situation en entreprise, l'employeur qui était capable de recruter 2 personnes en payant 40 000, 80 000, avec ce montant, il ne sera capable que de payer un seul employeur. Quelle sera sa réaction face à une telle décision? Va-t-il limoger les gens? C'est sûr qu'on ira dans ce sens, puisqu'il n'a pas la capacité, il a 80 000, il payait 2 personnes. Aujourd'hui, le SMIC passe à 80 000, il ne peut payer qu'une seule personne. Moi, je fais juste une proposition. Non, je ne dis pas. On a presque fini, malheureusement. Je dis ça pour montrer que c'est une question qui a besoin de beaucoup de réflexion. Moi, je dis juste une proposition au gouvernement. Le salaire peut ne pas être modifié, mais qu'on agit sur les ciments, par exemple, jusqu'à 80 000. Bon, voilà, j'en viens là. Et puis les ciments sont à 68 000 francs par tonne. Le bidon d'huile qui est à 26, mon épouse m'a dit 25 400 maintenant. Si on prend ça à 13 000, on paye ça à 13 000, on vient à 13 000, on peut payer le même salaire et la personne se sentirait mieux. Mais si on vous donne 200 000 francs, et puis les choses sont à 50 000 francs, l'huile de bidon a été faite. Donc je souhaiterais que le gouvernement puisse agir sur ce que nous consommons, sur la production locale, et puis nous n'avons pas besoin de... Dans tous les cas, vous avez vu que ça a besoin d'analyse. Merci beaucoup à vous, Julien Kari-Kanso. Vous êtes analyste, écrivain engagé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai senti moins violent que d'habitude, moins accepté que d'habitude. C'est un choix? Non, c'est le sujet. C'est le sujet qui demande si le sujet est un sujet plus large, allez se cogner. Merci. Entre politique de la majorité présidentielle, merci d'avoir été là. Ce fut très convivial. Merci à vous pour le duel de ce dimanche.